今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだよ。Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode 63 de l'ASP, le podcast qui parle de cinéma asiatique chaque semaine. Et comme d'habitude pour jaser, je suis avec Kiko. Salut, comment ça va? Ça va très bien, je suis très content aujourd'hui. Ouais, je sais. On va se faire de la bourrinerie. Ouais, grave. La castagne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit message à nos fidèles auditeuristes qui auraient certainement remarqué qu'il y a eu un épisode, un film dont on a parlé, qui allait arriver, qui n'est jamais arrivé. On a enregistré un épisode sur The Force Stress, juste après The Assassin. On a perdu l'épisode, il est parti, pouf pouf. On a décidé de pas refaire l'épisode parce que c'était pas un film génialissime. On n'a pas eu envie de prendre le temps de refaire un épisode qui allait pas être très très bon vu que c'était pas un film qui nous a beaucoup marqué et où on a eu beaucoup de souvenirs. Et honnêtement, le réenregistrer aurait été compliqué parce que je l'ai quasiment oublié le film. Moi, je l'ai pas oublié, mais par contre, mon avis, il a baissé par rapport à la vie à chaud. Puis ouais, c'est pas un épisode où j'aurais eu beaucoup de matière à parler du film, quoi. Déjà, j'ai l'impression qu'on n'a pas dit énormément de choses, à part qu'on a eu quelques contradictions tous les deux. Ouais, moi, je l'avais plus aimé que toi. Ouais. Mais effectivement, après, en fait, sur le coup, j'ai passé un bon moment. Et au fur et à mesure, en fait, quand il a mûri un peu, il n'y a pas grand-chose qui en a beaucoup ressorti, quoi. Ouais, si on peut faire un petit débrief à chaud rapidement sur le film, c'est un film d'époque, une histoire vraie d'un siège en Corée du Sud. Ça, je m'en souviens même plus. Et en fait, c'est juste une succession de batailles et de guerres stratégiques. C'est ça. Et de meetings entre conseillers du roi et le roi lui-même, enfin l'empereur. C'est un empereur ou un roi? Oui, c'est un empereur. Ouais. Et en fait, donc, c'est une région de Corée. Donc il y a l'armée chinoise aussi. Ouais. Il y a la Mandchourie qui est pas loin. Ouais, en gros c'est ça. C'est deux clans coréens et il y en a un qui est rallié avec la Chine, je crois. Et donc en gros ils se tapent dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Puis c'est très moyen parce que finalement ça reste un film ultra linéaire. Il y a des scènes de baston qui sont légèrement inspirées, mais le problème c'est que quand tu enchaînes le côté bataille et meeting, à chaque fois tu vas répéter le même schéma. C'est ça. Sauf que l'intensité ne monte pas, donc l'intrigue n'évolue pas. Ouais. Et finalement il y a rien en fait qui prend le dessus. Donc c'est un film vraiment ultra linéaire où ça va blablater pas mal et où il y aura des scènes d'action qui vont pas durer très longtemps. Ouais, puis surtout pour un film de siège où au final il y a quand même un enjeu normalement dans la réalité ultra fort, c'est savoir est-ce que tu succombes au siège ou est-ce qu'au contraire tu arrives à en sortir victorieux. Et là, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux vraiment. Voilà. Mais le film était très beau par contre. Visuellement, c'était ultra chiadé. Et c'était. D'ailleurs, c'est le réalisateur qui a fait la série Squid Game. Oui, c'est vrai. Donc, c'est le seul truc qu'on a retenu. Ouais. Que tu as retenu, parce que moi, je l'avais oublié, ça. Tu vois. Ouais, donc voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire sur le film, donc on va pas refaire d'épisode. Ouais, on sait que ça fait un petit trou et on est désolé de vous avoir teasé un épisode sur The Force Stress qui n'est pas arrivé, mais. Franchement, ça aurait pas fait un épisode très intéressant. Donc, Et c'est normal pour les épisodes de 61 et 62 où en fait le chiffre ne correspond pas avec la vignette, parce qu'en fait c'est des épisodes qu'on a enregistrés coup sur coup, et donc entre deux on a perdu. Voilà, on en a perdu un. On a perdu un, puis bon. Le deuil a été rapide. Ouais, voilà, très rapide. On n'a pas décidé de le refaire. Donc voilà, maintenant on va parler dans le film. C'est ça, celui qu'on va regarder ce soir, qui est City of Darkness, sorti l'année dernière, donc en 2024, et réalisé par Choi Chang, si je le prononce. Non, Choi Chang. Choi Chang. Ça, je veux dire, si je le prononce correctement, je ne l'ai pas du tout bien prononcé. Non. Il n'y a rien calé. Choi Chang. Ouais. Voilà, c'est mieux. Désolé. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu connais du film et tu t'attends à quoi? Moi, je m'attends à de la grosse castagne, à un gros film d'action. Je sais pas, ça va être bon, je le sens. Ouais. Je le sens. Choi Chang, on l'a parlé avec Matt Fate. Ouais. Matt Fate, on l'a adoré. Carrément. Choi Chang, il y a beaucoup de films de lui, on a dit que c'était plus ou moins correct, voire bancal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est l'adaptation d'un manhwa. Ok. Dessiné par... Alors, je vais essayer de me rappeler du nom, c'est celui qui avait fait... Andy Seto. Andy Seto, c'est celui qui a dessiné le manhwa, pareil, sur Tigre Dragon. Ok. Tu te rappelles, j'avais la collection. Ouais. Super sympa, tout en carton. Et quand tu ouvrais la première de couverture,
il y avait toujours une petite arme miniature. Oui, Je crois que dans le premier, il y avait une lance ou je sais plus quoi. Ah, je me souviens. C'était super sympa comme édition. Et il a dessiné aussi un manga sur King of Fighters. Ok. Donc voilà, lui, c'est du manhwa en couleur. Un style très particulier. Moi, j'aimais bien Tigre et Dragon. King of Fighters, j'ai pas adoré. Ok. C'était fidèle le film Tigre et Dragon par rapport. Je m'en souviens plus, mais je crois pas. Hein. Non, je crois pas du tout. Okay. Mais donc voilà, il a dessiné ensuite City of Darkness. Je sais pas comment il s'appelle dans le manhwa. C'est peut-être. Je crois que c'est le siège sur la ville de Kowloon là. Okay. Je crois que c'est le nom de la ville, un truc comme ça. Parce que le film au Canada et puis aux États-Unis s'appelle Twilight of the Warriors, Walled In. C'est ça, il y a un sous-titre parce que finalement, So Cheong est en train de travailler sur une suite et un préquel. Ok, d'accord. Oui, il y aurait les deux quoi. Et c'est ça, et en fait, il a décidé de faire les deux en même temps. Comme ça fait une pierre de coups. Et je pense qu'on les aura coup sur coup. Ça me fait penser un peu à Infernal Affair. Oui, ok, ouais, je pense. Vous l'avez fait le 1, le 2 qui était la suite, et le 3 qui était la préquelle. Qui était un préquel. Ouais, bah c'est le même schéma en fait. Et donc voilà. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le film aurait dû être adapté dans les années 2000. Ah oui, si tôt que ça. Ouais, c'est une production qui commence très très tôt. Et à la base, c'était John Woo et Johnny To qui devaient réaliser. Ok. En collaboration, quoi. Et au casting, il y avait Shogun Fat, toujours, et qui revient pour celui-ci. Il y avait Andy Lau, Tony Leung, Anthony Wong. Ok. Et il y avait un casting aussi étranger. Ok. Il devait y avoir Nicolas Cage et James McAvoy. Ok. Donc, qui devaient apparaître, en clin d'œil, quoi. Et apparemment, ils avaient fait une affiche promo où ils apparaissaient dessus. J'ai pas vu l'affiche, moi. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est une production qui a commencé très 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 tôt. Et pourquoi elle s'est pas faite? Je sais pas en fait. Budget peut-être, ou je sais pas. Et il y a un autre projet qui aurait dû se faire en 2013, mais cette fois-ci avec Donnie Yen. Ok. Donc Donnie Yen. En fait, un peu aussi à chaque fois les acteurs emblématiques de l'époque. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ça s'est pas fait non plus. Et après, en 2021, Soi Cheong a repris le flanc. Non, mais la production. Oui, d'accord, ok, d'accord. Oui, ils ont commencé, oui, d'accord. Oui, ça a pris un peu de temps. Ça fait, entre 2021 et la sortie, il y a eu beaucoup de choses quand même, tu vois. Ah oui, il y a eu un bon 3 ans de... Déjà, il y a une année où les acteurs se sont exclusivement entraînés pour les scènes d'action. Ok. Donc, un an d'entraînement. Donc ça veut dire qu'il y a de quoi s'attendre à des chorégraphies bien poussées, quoi. Je pense que ça va défourailler. Ouais. Et franchement, je mets peut-être la barre haute, mais... J'espère de ne pas être déçu, mais j'attends énormément de choses. Moi, c'est le seul truc, en fait, qui, entre guillemets, me fait un peu peur. C'est justement que je suis très hypée par le film. Parce que beaucoup de gens en ont parlé. Parce que en plus, c'est un genre qu'on aime particulièrement. Oui. Je sens que ça va être assez noir aussi et tout. Et je pense que ça va forcément être des trucs qui vont m'intéresser. Puis en plus, sélectionné à Cannes pour une séance de minuit. Donc moi, c'est le seul truc que je me dis. Ce que j'espère, c'est que la hype sera pas... On n'en a pas tellement trop parlé qu'après on se retrouve avec que l'attente soit au même niveau que la qualité. Quoi. Mais j'ai confiance. Moi je pense que franchement la bande-annonce, j'ai dû la voir 4 à 5 fois d'affilée parce que j'ai trop adoré le montage en fait. Le montage, la musique, et je me dis waouh, ça a l'air tellement efficace. Ouais, puis moi j'aime bien aussi, tu vois, le côté de dire que ça fait un moment qu'on en parle en fait, tu vois, nous, et qu'on a envie qu'il tombe. Et c'est bien qu'il soit pas tombé trop tard, quoi. Je suis contente que... Ouais, pareil. C'est pas un film qu'on voit aussi un peu dans son époque, et pas un film qu'on va voir dans 5 ans, tu vois, où on sera plus du tout sur le même état d'esprit, ou le même contexte, quoi. Tu vois, on sait qu'il est sorti il y a pas longtemps. Clairement. Mais après, moi, je suis juste un peu déçu qu'il tombe, 2 films après... Mad Fate. Ouais. Mais tu vois, l'avantage avec La Pioche, c'est que t'as toujours la surprise. Ouais. Mais sauf que dans le podcast, c'est arrivé plusieurs fois, qu'on tombe quasiment coup sur coup sur un réalisateur... Koreeda, on en a fait 2 d'affilée. Ouais, 2 d'affilée. Il y a eu Na Hong-jin, avec Murderer et Chaser et Murderer, ils sont tombés coup sur coup. Kitano aussi, je crois. Kitano, je veux dire, on en a fait 2 rapprochés. Tu vois, même si... Je crois que Jugatsu Sonatin, on les a fait très proches, Mais tu vois... Quelque part, je suis content, mais je trouve que ça fait trop rapprocher dans le podcast et j'aurais bien voulu que ça s'éloigne un peu plus. Tu vois, par exemple, j'aurais bien voulu qu'il tombe dans 5-6 épisodes, peut-être. Ouais. Ça aurait décalé un peu plus,
Mais en fait, on a parlé du karma avec Mad Fate, donc... ah bah voilà. Retour Tu vois, de je te karma l'ai dit, positif. le karma est positif cette fois, ouais, peut-être. Ou je sais pas, là, c'est pour nous c'est pour dire qu'on l'attend pas trop. Ouais, mais là, c'est pour nous mettre des mandales dans la gueule. Ouais, Donc, c'est vrai. on va peut-être pas en ressortir un d'elle de ce visionnage-là. c'est vrai, on va voir. Bah, Si si on on allait allait voir. voir ça, parce que là, je suis impatient. Voilà, bah c'est parti, Allez, c'est parti. on y va. Et voilà, on vient de finir de regarder City of Darkness, un film de Choi Cheong sorti en 2024, d'une durée de 2h06 et d'une catégorie action. C'est une bonne catégorie ça. Oui. Au casting, on retrouve Sammo Hung, qu'on avait vu dans SPL, Louis Koo, qu'on avait vu dans Élection, et également Raymond Lam dans le rôle principal, et puis d'autres acteurs qu'on connaît un peu moins. Aaron Kwok, c'est mon nuage dans The Storm Riders, mais Ouais. tu l'as pas vu. Non, je l'ai pas J'étais vu. content de le retrouver dans le film. Ouais, mais après, c'est qu'il a un petit rôle, on le voit pas beaucoup. Ouais, c'est celui qui joue Jim, Ouais, mais je suis content de le revoir quand même. je suis d'accord. Donc, est-ce que tu nous ferais un petit résumé ? Oui, Tu veux c'est bien. vrai que c'était à moi de le faire. Après, Je me suis pas préparé à ça. je te force pas, hein. Je veux dire, c'est une fois sur deux, normalement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, on va suivre le personnage de Chan Lok-kwen. Donc, c'est un réfugié du continent chinois qui entre clandestinement à Hong Kong. Et donc, il est sans papier. Et à travers des combats clandestins, il va essayer de récupérer une petite carte d'identité complètement fausse. Et en fait, il va se faire arnaquer par Mr. Big, joué par Sammo Hung. Et donc, dans la fuite, il va s'emparer d'un sac qui va penser être rempli d'argent. Sauf que, en fuyant, il va se réfugier dans la citadelle de Kowloon, une réelle citadelle qui a existé dans les années 80, même bien avant. On fera peut-être un petit point historique après. Et donc, une fois qu'il sera réfugié à l'intérieur, il va se retrouver face à Cyclone, qui est le maître des lieux, le master. Il va le prendre sous son aile, et en fait, Locke va se retrouver dans cette citadelle à vivre son quotidien et à essayer de s'intégrer en faisant de multiples boulots. Ouais. Et essayer de survivre, quoi. Sauf que il va s'y plaire et il va vouloir y rester. Jusqu'à ce que Mr. Big et puis toute sa clique essaient de le retrouver pour le buter, parce que fierté. Voilà. Très bien. C'était pas mal, non ? Pas mal comme résumé, ouais. Un peu long peut-être, mais... Donc maintenant, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ah j'ai kiffé. Ouais. Ça fait plaisir. Même si je peux être tatillonnant, bizarrement, c'est pas les scènes d'action que je préfère. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je comprends. Même si les scènes d'action sont efficaces, c'est dans un genre bien précis. Moi, je m'attendais vraiment à un truc très kung-fu, tu vois, comme j'avais dit en préambule, 1 an d'entraînement, je m'attendais à voir des chorégraphies de dingue. Honnêtement, allez, juste pour être un peu méchant, je suis resté un peu sur ma faim au niveau des combats. Ouais, moi je les ai trouvés bien. Hein. Non, moi je les ai trouvés très bien, mais le problème c'est que moi j'ai tellement bouffé de films de kung-fu, de films HK, que moi j'attendais de voir des combats vivants. Ouais. Et là, en fait, c'était des combats, mais surcutés. En fait, il n'y avait pas de place à quelconque arts martiaux. Moi, j'attendais de voir de l'action vive, tu vois. Puis si je peux être encore un petit peu plus méchant, parce que moi, j'aime bien être méchant pour rien. Il y a des influenceurs ou des youtubeurs qui font des pseudo-scènes d'action qui s'en sortent beaucoup mieux que le film, bizarrement. Moi, je suis d'accord avec toi sur le côté surcoté, et puis effectivement, même au niveau des cadrages. Puis après, c'était pas forcément tous des combats, on va dire, au point, quoi. Il y avait beaucoup après, un peu avec les armes qui passent par là. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est
justement que c'était un peu wild, quoi, tu vois, les chorégraphies, dans le sens où c'était... ça partait un peu dans tous les sens. Oui, bizarrement, c'est pas très arts martiaux. Ouais. On trouve pas de kung-fu ou n'importe quoi. Mais non, franchement, c'est efficace. Hein. C'est efficace, mais moi, je reste sur ma faim sur l'action. Parce que même encore récemment, il y a des films d'action qui sortent, soit des séries B ou autre chose, tu vois, qui s'en sortent beaucoup mieux au niveau de l'action. C'est des films que j'ai pas vus, mais je vois passer sur Instagram... tu sais, des making-of de films, j'ai pas les titres, je suis désolé. Mais il y en a, ils vont peut-être rattacher, tu vois. Et en fait, quand je vois des making-of de certains films de série B, hein, avec des acteurs complètement inconnus, qui font des scènes d'action, bah, je me dis, waouh, là, ça pète, tu vois. J'ai bien envie de voir les films, bon, je les ai pas encore regardés. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Et quand je vois les scènes, quand je vois les extraits sur YouTube, je me dis... Ça a l'air efficace quand même. Ouais, je suis d'accord. Et les mecs qui font ça bien. Hein. Pour celui-là, je l'ai trouvé efficace. Mais juste, moi, ce que j'aurais voulu, c'est laisser vivre l'action. Ouais, ça, je suis d'accord. Ouais, c'est plus, tu vois, ce que j'ai aimé, c'est je trouve que ça allait un peu dans le dur. J'ai eu un sentiment un peu à la The Raid. Tu vois, mais tu vois, moi, je trouve que The Raid, c'est beaucoup mieux chorégraphié. Oui, ça, je suis d'accord. Ce que je dis, c'était un sentiment à la et pas c'est sur le même pied d'égalité. Quand je dis que ça va dans le dur, tu vois, c'est vraiment, ils se prennent tous les murs, les parpaings, les trucs. Ouais. Il y a vraiment aussi beaucoup avec l'environnement. Et puis aussi, des fois, sur la rapidité des scènes. Alors, c'est peut-être moins maîtrisé que pour The Raid, mais effectivement, c'est des scènes qui vont très vite. Et donc, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent un petit peu moins bien. Mais tu vois, moi, je trouve que The Raid, c'est le parfait exemple parce que moi, j'allais soulever comme point. L'inconvénient de tourner des scènes d'action dans une citadelle, c'est que tu peux pas prendre énormément de recul. Ouais. Donc je me suis dit, il y a peut-être un peu de ça, tu vois. Comme il y a beaucoup de premier plan, de second plan, il y a beaucoup de câbles, tout ça, donc tu es peut-être obligé de faire vivre ta caméra différemment. Vu que des fois ça se joue sur des balcons, sur des couloirs et tout, peut-être qu'il était obligé de cutter pour montrer un autre point de vue de l'action. En fait, tous les cuts s'attardent sur un point précis, c'est-à-dire... Là où le coup est porté, en fait, la caméra va se porter sur ce coup. Ouais. Donc ça veut dire que si il balance un point dans sa gueule, tu vas voir un point de vue caméra. Et si derrière, il va taper, je sais pas moi, une balayette, bah en fait, la caméra va venir à un autre point pour voir la balayette. Ouais. Ce qui, en soi, fonctionne très bien. C'est pour ça que je dis les scènes, elles fonctionnent très très bien. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'était des plans assez longs où on puisse voir... l'action vivre. Tu vois, par exemple, un autre bon exemple, c'est par exemple la scène de All Boy dans le couloir. Ouais. Tu vas suivre de gauche à droite en version beat'em all en 2D, tu vois. Après, peut-être qu'ils l'ont pas fait parce que justement, de peur de voir un... ça, je l'ai vu dans le bod ou un truc comme ça. Peut-être que aussi, tu vois. Je pense qu'ils pouvaient faire des choses où vous pouvez laisser la caméra allumée plus longtemps, où on puisse voir l'action, voir ne serait-ce que 5-6 coups d'affilée sans couper. Ouais. Moi, j'aurais apprécié, tu vois. Surtout que là, on est sur un film HK. À Hong Kong, il y a énormément de chorégraphes. D'ailleurs, j'ai pas regardé qui c'est qui a chorégraphié les scènes, je suis désolé. Mais souvent, dans les films HK, en fait, t'as le réalisateur et t'as la seconde équipe qui s'occupe des chorégraphies. Et souvent, c'était les équipes de chorégraphie qui réalisaient les parties combat. Ouais, je t'en avais parlé. Tu vois, par exemple, comme dans Tigre et Dragon, les parties combat étaient chorégraphiées par Yuan Wuping ou Corey Yuan. Putain, je confonds toujours les deux. C'est un des deux. Moi, je crois que c'est Yuan Wuping. Si je me trompe, je suis désolé, mais bon, j'ai sorti les deux noms, je suis sûr que c'est un des deux. Et tu vois, pour le coup, quand les combats sont là, les combats, ils vivent. Ouais. Après, l'avantage, c'est que c'était dans des grands décors. Ouais, donc, tu pouvais prendre un peu plus d'ampleur au niveau de la caméra, tu pouvais prendre plus de... Tu pouvais décadrer ton truc, tu pouvais faire n'importe quoi. Il y avait beaucoup de choses aussi en nature. Bien et sûr. Tout. Là, donc tu peux faire vivre. Et en plus, la poésie fait que les scènes de combat prenaient de l'ampleur en plus de cette poésie-là. Ouais. Là, c'est vrai que c'est différent. Comme tu dis, c'est plus brut, c'est plus brutal. On va vraiment dans des combats de ghetto, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que, tu vois, c'est vraiment un petit point que moi, Voilà, parce que moi... un peu, quoi. Ouais, parce que moi j'adore les scènes d'action HK et il y a des scènes d'action même pour prendre par exemple SPL, la scène dans la rue, tunnel, dans le tunnel ou même dans la ruelle où Donnie il se bat contre, j'ai oublié son nom, moi j'avais problème avec les noms moi. Tu vois, c'est dans une ruelle assez sombre, tu vois, t'as juste un éclairage et finalement on arrive à faire vivre la scène. Là je reste persuadé qu'on aurait pu
faire vivre sur certains moments. Je dis pas faire des plans séquences, mais juste de pas trop cutter, puis de pouvoir voir l'action. Parce que là, l'action, ça allait à 1000 à l'heure, et il suffit que tu sois un peu fatigué comme moi, bah, des fois, t'avais les yeux qui clignotaient en même temps, puis tu dis, oh putain, merde, je vais faire une crise d'épilepsie, quoi. Mais bon, c'est un point, mais franchement, en soi, j'ai quand même apprécié les scènes de combat. Comme tu l'as dit, c'est bien brutal, ça va à l'essentiel. Mais voilà, moi, c'est vraiment le petit point où j'aurais voulu voir du bon HK comme je les aime. Enfin voilà, bref. Mais après, je t'ai pas demandé qu'est-ce que toi t'as aimé, parce que moi, on l'a basculé sur ma critique, mais toi, moi, j'ai beaucoup aimé le film aussi. J'ai passé un super moment. Et je suis d'accord sur le point de, en fait, les scènes en dehors des scènes d'action sont très très bien. Excellente. Et c'est un des trucs que moi, je crois que j'ai le plus aimé. C'est effectivement qu'il y a une vraie histoire déjà à côté. Parce que souvent, des fois, t'as un peu une histoire en bois, quoi. T'as toujours un scénario qui va justifier des scènes de combat, mais qui va pas forcément créer un univers, une histoire vraiment. Là, tu sens qu'il y a aussi un gros passif sur la citadelle, sur les personnages. Et puis, les personnages évoluent super bien. Bon, il y a vraiment une attention aux détails qui a été mise. Et un point aussi que j'adore particulièrement, c'est la citadelle en elle-même, en fait. Ouais, la citadelle, elle est incroyable. Elle est trop bien faite, quoi. Franchement, c'est le personnage principal. Ouais, carrément. J'y crois, tu vois. Ouais. Et ils l'ont complètement, ils l'ont reconstruit à partir des infos qu'il y avait à l'époque. Vu que c'est une citadelle qui a vraiment existé. Ça, on l'avait dit. Puis en plus, le film le rappelle aussi. Il le rappelle non seulement au début et à la fin, jusqu'au moment où ils disent que la citadelle a été détruite en 1993. Et il faut savoir qu'à la base, cette citadelle-là, c'était une citadelle qui servait à se protéger des pirates. À l'époque. Elle servait aussi à stocker le sel. C'est une citadelle qui était hyper ancienne, en fait. Hyper ancienne. Et en fait, elle a été quasiment détruite pendant la Seconde Guerre mondiale par les Japonais. Ils ont rasé la première partie du mur. En fait, c'est l'enceinte du mur qui protégeait vraiment la citadelle. Et en fait, ils ont détruit ça pour utiliser les matériaux et construire des choses qu'ils avaient besoin pour la guerre, tu vois. Donc, c'est vraiment, elle a vraiment une longue histoire, cette citadelle-là. C'est pour ça que moi, il y a un truc que j'adore aussi, c'est le générique de fin. Le générique de fin, tu vois vraiment que c'est la pure mélancolie. Ouais. Où en fait, on va se concentrer vraiment sur la citadelle en elle-même. On va pas se concentrer sur qu'est-ce que deviennent les personnages. Ouais. En fait, c'est, voilà, là, on essaie de faire un petit rétro sur la citadelle, comment vivaient les gens à l'intérieur, avec cette photo de famille à la fin. Voilà, c'était vraiment marquer le coup et de dire que en soi, la citadelle, même si elle était détruite, elle était remplacée aujourd'hui par un jardin, ça reste quand même un lieu historique de Hong Kong. Ouais, carrément. Il y a une atmosphère assez particulière, en fait, dans la citadelle, parce que il l'annonce au départ comme un lieu sans foi ni loi, où il y a violence, crime, prostitution et tout. C'était ça. Et en même temps, quand on voit les personnages évoluer, donc on sent qu'il y a effectivement un lieu qui est rationné en eau, il y a des câbles électriques dans tous les sens, bon, il y a une hygiène plus que précaire, des choses comme ça. Mais tu sens qu'en fait, il y a un respect mutuel des gens qui vivent ensemble. T'as pas l'air d'avoir de vol, je veux dire, ils tous travaillent ensemble, je veux dire, il y a des agressions, mais qui sont pas laissées impunis. Et je sais pas, il y a une sorte d'ordre un peu basé sur des non-dits, mais sur un respect de Cyclone qui tient ça, et puis des voisins, quoi. Ça sent la vie de petit quartier au final. C'était une micro-société. Ouais, complètement. Ils avaient leurs propres règles et puis leur propre façon de vivre. Et d'ailleurs, j'ai checké un peu sur Wikipédia 2-3 infos. La densité au mètre carré, c'est un truc de malade. S'ils ont retranscrit fidèlement, c'est clair. Dans le film, et même en vrai. Ouais. En vrai, que les gens qui vivaient là-dedans, quand j'ai lu ça, waouh, ça devait être invivable. Enfin, moi qui suis agoraphobe, limite agoraphobe, moi j'aurais juste mouru à cause de la densité. En 1987, ils se sont retrouvés à 50 000 habitants sur 0,026 km². Donc, ça fait une densité de 1 923 000 habitants au kilomètre carré. C'est énorme. C'est un truc de dingue. Juste le chiffre me fait peur. C'est clair. Alors imagine à l'intérieur. Et en plus, c'était une citadelle qui était construite sur 14 étages. Ouais, là tu sens bien la hauteur. Ouais, mais c'est pourquoi 14 étages ? Non. Parce qu'en fait, c'était une règle qu'avait mis la ville de Hong Kong, parce qu'il y avait quand même des règles imposées, pour pas gêner l'aéroport à côté.
Ah oui, D'où les plans avec l'avion. Les plans avec l'avion. Ouais. En fait, ils étaient limités à 14 étages et pas au-delà. Ok. Ouais, donc voilà, vous vous rappelez ces densités-là, sur 14 étages, j'ai pas vu la superficie que ça faisait. Non, j'ai pas l'information. Mais enfin bref, c'est flippant, quoi. Ouais, c'est clair. Et la reconstitution pour le film, c'est juste tu la vois de l'extérieur, c'est un truc de malade, quoi. Ouais, elle a une aura, tu vois, genre un peu désastreuse. Tu vois, le côté un peu presque post-apocalyptique. Tu vois, où tu vois vraiment le truc, c'est noir. Quand il rentre la première fois dedans, tu vois, c'est tout délabré. Ouais, il y a vraiment un côté glauque qui ressort. Et après, on se retrouve dans un mélange d'environnement glauque et d'une vie au milieu assez posée, en fait. Je veux dire, tout le monde fait sa life, quoi. Il y en a qui font à manger, il y en a qui font des livraisons, d'autres qui font le barbier. Voilà, chacun a son petit truc, tu vois. Et, chacun fait sa vie dans ce labyrinthe, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, le côté labyrinthe aussi. Tu le ressens bien. Hein. Le seul endroit que tu arrives à reconnaître, c'est le salon, le barbier, et puis là où il regarde la télé, quoi. Ouais, c'est clair. Sinon, après, tu sais jamais dans quel étage ils sont, dans quelle rue. Ouais, après, t'as les petits points, on va dire, charnières de la ville, avec je vais dire citadelle, le temple, l'espèce de temple avec la lumière rouge et tout, qui redonne un peu de couleur. Ouais. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que tu disais sur la façade. La façade, oui, tu voyais les ruelles à l'intérieur qui étaient sombres, donc tu voyais pas à l'intérieur. De toute façon, tu pouvais pas le voir parce que c'est tellement étroit. Entremêlé en plus. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est la lumière de l'extérieur. Ouais. Tu vois, t'avais toutes les couleurs, ça partait sur du orange, du rouge, du vert. Et ce choix de couleurs-là, ouais. Il est ouf, quoi. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est certains plans de l'extérieur de la citadelle où tu voyais vraiment les grandes artères sur les côtés. Ouais. Et en fait, tu voyais vraiment que là, Hong Kong se transformait. Et allait devenir ce qui est Hong Kong aujourd'hui. Et là, tu voyais vraiment qu'en fait, la technologie et, on va dire, la modernité commence à arriver au pied de la citadelle. Et là, tu te dis, bah oui... ils vont pas faire long feu, quoi. Ouais. Et de toute façon, le film tourne autour de ça. C'était genre, de toute façon, on a beau rester là-dedans, de toute façon, à un moment donné, ils vont la détruire. Et nous, on n'aura plus de place, quoi. Ouais. On a beau aimer cet endroit, qu'on l'aime ou pas. Hein. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que le personnage de Locke, quand il vient à l'intérieur, il se sent comme chez lui. Ouais. Et lui, ce qu'il veut, c'est rester ici. Mais on lui rappelle, non. Ça restera pas, quoi. Casse-toi, ça va pas rester. Même si tu restes le temps que ça reste debout, à un moment donné, tu seras obligé de partir. Donc, pars maintenant. Ouais. Et ouais, t'as toutes ces fatalités-là aussi que j'aime bien, où tu sens que le personnage de Locke, il est attaché à cet endroit. On sait pourquoi après, indirectement. Ouais. Quand on te rappelle que c'est ni le paradis, c'est ni Eldorado, et que surtout que c'est un endroit qui court à sa perte, quoi. Ouais, carrément. Et donc, finalement, nous, en tant que spectateurs, on est au courant de ça, mais quand tu vois... Comme tu dis, la vie à l'intérieur où tout le monde est posé, tout le monde fait son truc, ça va à 1000 à l'heure, mais tu vois que à la fin de journée, ils arrivent tous à se poser, ils s'entendent tous. Ouais, je pense que c'est ça, c'est cette espèce d'ambiance calme dans le chaos. Je sais pas si c'est clair, ce que tu sens que la ville, elle est chaotique, mais en même temps, tu sens que eux, ils ont tous leur place. Ouais, bien sûr. Quand il y a un drame, ils s'entraident. Quand il y a un problème, ils vont tout de suite être là les uns pour les autres, des choses comme ça. Il y a un peu cette sensation de fatalité, comme tu dis, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a des drames qui vont arriver parce qu'ils sont dans une citadelle chaotique. Donc ils s'y sont tous préparés. Donc en fait, il n'y a pas ce côté de ressasser ou de s'apitoyer sur leur sort ou des choses comme ça. Et ils vont juste, ok, bon, il s'est passé ça, on va aider machin qui a besoin, on va transférer ça là. Et ils vont tout de suite... repartir sur le chemin. Sans que ça fasse, j'ai la tête dans le guidon, je me vois la face, je veux pas regarder. C'est un peu bizarre à expliquer parce que je trouve que justement c'est un des points qu'il y a dans les différents personnages de la citadelle, c'est que ils sont tous conscients de ce qu'ils sont, ils sont tous conscients de c'est quoi leur vie, de où ils sont, et en même temps il n'y a pas ce côté de je reste en étant dans une fidélité aveugle auprès des chefs ou même pour la cité, des choses comme ça. Je sais pas, c'est très conscient, c'est très... J'ai vraiment du mal à expliquer parce que le ressenti, il est vraiment bizarre. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. En fait, ce que j'aime beaucoup de cette représentation de cette citadelle,
c'est que, tu vois, on avait parlé pour d'autres films, dont Mad Fate, où en fait les réalisateurs hongkongais, ils aiment beaucoup réaliser des films en montrant justement c'était quoi Hong Kong dans les années 70-80, violence, drogue, tout ça. Même si le film là en fait il parle de ça, il parle vraiment de cette citadelle où il y a trafic de drogue, prostitution, tout ça, mais en fait l'écriture du film va pas se concentrer, on va essayer d'avoir l'empathie sur tel ou tel personnage, on va avoir de l'empathie sur la citadelle. Ouais. Ouais, on a limite pas envie qu'elle soit détruite, quoi. Mais oui, c'est ça. Et en fait, cette écriture-là, je l'ai vraiment, j'ai vraiment adoré. Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, mais finalement, je sais pas si j'ai répondu. Je sais pas. Non, bah non, pas du tout. Non. Maintenant, c'était un peu chelou, moi, ce que j'ai dit, mais ouais, tu vois, souvent dans les films de gangsters ou de mafia, de triade, des choses comme ça, il y a toujours le rang qui va être très important. Donc, il y a le grand chef, les sous-chefs, les sous-sous-chefs et les larbins, quoi. Et donc, tu as ceux qui veulent monter pour le pouvoir, ceux qui sont fidèles parce que ils ont toujours été là, le chef a toujours été là, ceux au contraire qui veulent faire un putsch et renverser les chefs. Et là, je trouvais que justement, parmi la citadelle ou des choses comme ça, la dynamique, elle est super intéressante en fait. Je trouve qu'on sort de ces schémas ultra basiques en y amenant beaucoup de profondeur en fait sur chaque personnage, sur leur histoire. Et comme je disais, c'est vraiment des personnages qui pour moi sont très conscients des situations qu'il y a et vont faire vraiment les choix et avancer dans l'histoire en gros sans avoir ce côté stéréotype on y va. Donc il y a voilà le schéma des rangs, le chef machin et tout, mais je sais pas, il y a une dynamique qui pour moi est différente dans le visionnage, quoi. Les hiérarchies comme tu le dis, en fait, moi je trouve que c'est beaucoup plus structuré en dehors de la citadelle qu'à l'intérieur de la citadelle. Complètement. À l'intérieur de la citadelle, tu sens qu'il y a un peu plus d'égalité. Oui, c'est ça. Parce que même, on va dire, le big boss ou le mec, l'ancien, quoi, parce qu'il parle des anciens là, à l'intérieur de la citadelle, bah, tu vois qu'en fait, les anciens, ils sont là, mais ils font leur vie comme tout le monde. Et en fait, ils ont chacun, on va dire, un bras droit, mais le bras droit, ils le mettent à pied d'égalité avec eux-mêmes, en fait. Ouais. Et alors que quand tu sors de la citadelle, tu vas voir aussi les big boss, mais tu vas voir ces big boss et le second couteau. Ouais, c'est ça. Le second couteau, c'est vraiment un second couteau. C'est ça. Et en fait, on arrive encore à créer encore plus d'empathie sur la citadelle parce que tu vois vraiment que ça y a cette égalité-là et cette fraternité entre eux. Ouais. Parce que ça reste un film de garçon. Hein. Ouais. Là, il n'y a pas de... Déjà, il n'y a pas d'amourette, déjà, c'est bien. Oui, c'est clair. Il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de personnages féminins qui sont dans le film. Après, dommage ou pas, je pense que c'est vraiment représentatif des années 80 aussi. Et là, oui, ça va... et puis après aussi de ces structures-là, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est majoritairement... Oui, c'est les années 80. Ouais. De toute façon, c'était les jeunes filles et les femmes qui s'occupaient de nourrir tout le monde, entre guillemets. C'est ça. Et que ça soit à peu près ordonné. Et puis, bah, t'avais les bonhommes, eux, ils servaient, entre guillemets, de guerriers, quoi. Ouais, voilà. De guerriers, et en fait, ils protégeaient la citadelle, vu que les remparts, en fait, n'existaient plus dans les années 80. Ouais. Donc, en fait, c'était eux les remparts. Ça reste purement un film de garçon, mais un film de garçon avec beaucoup d'empathie. Complètement. Franchement, très très bon visionnage. T'as des choses que tu as ajoutées sur le film ou sur ton visionnage? Non, parce qu'après, j'ai pas envie de m'attarder sur l'intrigue. Ouais. Parce que même si c'est pas le truc du siècle, et bah, je trouve qu'il y a une intrigue assez sympathique. Ouais. Et je pense qu'il faut juste aller la découvrir. Puis moi, j'ai pas envie de la raconter parce que nous, on ne la connaissait pas non plus. Et en fait, juste de la découvrir, ça fait ultra plaisir. Et de toute façon, on revient sur l'ASP. Nous, on spoil pas. Et le truc, c'est que bah, l'intrigue, même si en soi, on peut raconter 2-3 choses, mais j'ai pas envie. Moi, je veux vraiment juste de parler de ressenti, de tout ce qu'on a dit là. Qui, pour moi, c'était parfait en fait. Et j'ai pas besoin d'en dire plus parce que c'est un film ultra efficace, ultra chiadé, c'est super beau. Ouais. Artistiquement, moi j'adore. C'est très numérique, mais c'est un numérique. Tu sens qu'il y a la profondeur. Bah, forcément, avec une citadelle aussi fournie, fouillée que ça. Ouais, il y avait vraiment besoin de faire un max de trucs. Quoi. Bah, tu peux justement te permettre de faire de la profondeur, de la jouer avec la hauteur, avec des contre-plongées, tout ça. Non, franchement, c'est ultra efficace. So Chi-young, ça y est, j'adore. Ouais. Moi, en 2 films, ça y est, il m'a convaincu à aller voir tout ce qu'il a fait. Non, franchement, je suis fan. Je suis fan et j'ai hâte de voir les autres maintenant. Moi, le seul truc que j'ajouterais, c'est que j'aime beaucoup comment a été traité la citadelle, mais aussi de manière générale le film, sur les scènes de jour et les scènes de nuit.
Il y a effectivement beaucoup de scènes de nuit ou très sombres parce que dans la citadelle, donc bah voilà, forcément quand t'es tout en bas, bah t'as 14 étages au-dessus de toi dans des rues qui sont archi étroites, la lumière elle passe pas beaucoup. Mais je trouve qu'il y a des changements de plan et de colorimétrie, des choses comme ça, forcément à l'extérieur de la citadelle que dans la citadelle. Ces contrastes-là, ils fonctionnent bien, je trouve. Bah moi je trouve que le contraste en fait, c'est vrai par contre ce que tu dis là, je viens juste de le tiquer, j'ai l'impression que la citadelle en fait c'est la nuit. En fait tous les couleurs et les contrastes en fait ressortent la nuit. Ouais. Et la journée, comme tu l'as si bien dit là, c'est vrai qu'on l'a pas soulevé, mais comme c'est une citadelle ultra labyrinthique, ultra dense, bah en fait la lumière elle passe pas. Ouais. Et en fait de jour, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait elle est terne. Ouais, complètement. Et en fait la nuit, tu vois avec toutes ces couleurs, ces lumières, les néons, les néons, tout ça. Ouais. Et c'est là que tu vois que ça vive énormément. Et ouais, maintenant que tu t'en parles, c'est vrai que t'as ces deux contrastes, mais pas le contraste genre film d'horreur, tu vois. Ouais. Genre la nuit, ça fait peur, le jour, tu reprends espoir. Là, c'est l'inverse. Ouais. Le jour, tu sens que c'est tristouné, et la nuit, tu sens que c'est là que tout commence. Ouais, c'est ça. Mais même, tu vois, sur l'extérieur de la citadelle, par exemple, chez Mr. Big oui. ou Mr. Lowe, où tout est très clinquant, tu sens qu'il y a la richesse, des trucs comme ça. Et bah, il y a une atmosphère, en fait, qui est très brillante, très colorée, mais qui est assez pesante, en fait. Où on sent qu'effectivement, c'est pas des atmosphères sympas, quoi. J'essaie de trouver un terme mieux. Ouais, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Et... Quand on est chez l'ennemi, entre guillemets, tu vois que... ça, tu sens que t'es chez l'ennemi. Ouais, quoi. tu sens. Et à l'inverse, bah, la citadelle, c'est la citadelle crade, voilà, encombrée, terne, voilà, où c'est que du béton et des câbles électriques, quoi. Clairement, c'est ça. Et ben, en fait, quand tu y vas, t'as quand même le sentiment de presque d'y être bien, quoi. C'est vrai. Je veux dire. Et moi, c'était quand même assez paradoxal, parce que je me dis, limite, t'as envie d'y aller. Ouais. Tu vois, t'as dit, ouais, j'aimerais bien, même si, tu vois, le côté surpopulation me fait pas trop kiffer non plus, mais tu te dis, je sais pas, t'as l'impression d'avoir cette simplicité de vie. Pourquoi pas, quoi, tu vois. Ouais, en exagérant, t'as l'impression d'être en sécurité à l'intérieur. Exactement. Alors que pas du tout, dans le sens... Je pense que après, c'est aussi voulu pour l'histoire du film, ce côté de différence de violence, des choses comme ça. Parce que je pense qu'effectivement, dans la réalité, vu la surpopulation, il devait y avoir beaucoup de crimes. Oui. Mais ouais, non, je sais pas, il y a vraiment, moi, je trouve, cette dualité-là dans le film qui est bien retranscrite. Et même quand Sam Wong arrive dans la citadelle, il arrive de jour, tout est presque assez vert et tout dehors. Et après, dès qu'ils sont à l'intérieur, tu reprends le côté... T'as mis un couvercle, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai, le ressenti que tu dis, c'est vrai que maintenant que t'en parles, c'est exactement ce que j'ai eu aussi. Peut-être parce que j'ai grandi au bois de blé aussi. Ouais, non, franchement, ouais, c'est un bon point. C'est un bon point. Est-ce que tu nous dirais peut-être une scène préférée ? Ouais, j'en ai une. On va voir si on a la même. Ah, peut-être. Moi, c'est la scène de lynchage d'un mec de la citadelle qui a commis un féminicide. Ouais. Et j'adore cette scène-là, même si je trouve que la fin, elle est pas assez cruelle. D'accord. Mais j'adore, en fait, parce que c'est tout ce que j'ai envie de faire dans la vie. C'est lyncher des gros connards et des enculés de masques toxiques. Donc, ouais, moi, j'aurais bien voulu me retrouver derrière un des masques, soit le Père Noël, n'importe lequel. Vous comprenez pas, mais si vous voyez le film, et ceux qui ont vu le film vont comprendre. Et de te faire justice toi-même. C'est jouissif comme scène, j'adore. Ouais, elle est très bien. C'est pas celle-là que j'ai, mais j'ai beaucoup hésité avec celle-là. Moi, je vais tricher un peu, je vais en mettre deux. La première, c'est la scène de karaoké, quand il branche le karaoké. Ouais. Donc, en fait, c'est une scène qui n'est pas du tout une scène d'action, mais ça va être une scène de début de la fraternité entre les 4 personnages principaux. Et la deuxième, c'est la scène où Lo va chercher Locke dans la citadelle. Et donc, en gros, il y a toute la dynamique de cette fraternité-là qui va ressortir. La dynamique avec Cyclone. Et voilà, ça se fait tout en regard, en silence, en non-dit. Mais on comprend toutes les relations entre tout le monde, en fait. Je trouve que la scène de karaoké va vraiment être une bonne amorce. Et la scène, elle est assez courte. Et en fait, tout va s'écrire après dans celle-là. Quoi. Et c'est vrai qu'on l'a pas parlé, mais parce qu'on n'a pas voulu parler de l'intrigue. Mais la fraternité entre les 4 potes, là. Et puis les 4, ils sont excellents. Ouais. Les 4 acteurs charismatiques. Ouais. Ça fonctionne du feu de Et Dieu. tous différents. C'est ça que je trouve très bien, en fait. C'est 4 personnages qui sont différents. Mais où ils sont tous alignés, en fait. Ils sont tous tu vois, moi, en les chemin. voyant tous les 4, ça m'a fait penser au film Friend.
Ouais. Le film coréen. Ouais. Justement avec Kat Potte. J'ai eu tout de suite un rappel avec ça. Très bien. Et ouais, non, franchement, la fraternité, elle est vraiment ouf. Ouais, elle est super intéressante. Moi, un peu de Crow Zero aussi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y a un peu ce côté-là. Ouais, non, j'aime bien. Très bien. Tu lui mettrais combien comme note? Je crois que je lui mettrais un bon 8,5. Ah, c'est bien, c'est comme moi. Ouais, bah voilà, un bon 8,5. Parce que en fait, 8 c'est bien, 9 c'est mieux, mais entre les deux, bah ça coupe la poire en deux. Voilà. Il fallait que je mette une note avec un 0.5 parce que en fait, il faut vraiment faire la transition entre les deux notes parce que c'est ouf. Ouais, non, franchement, moi j'ai vraiment passé un très bon moment. La hype est totalement méritée. Ouais. Et c'est vraiment un bon film. C'est pas juste un bon film d'action. Ouais. C'est vraiment un bon film, quoi. Franchement, ouais, c'est ça. Moi, je m'attendais vraiment à un gros film d'action bien bourrin. Et finalement, j'ai trouvé plus que ça. Ouais. Et moi, juste ça, j'adhère. Ouais, je suis d'accord. Pareil. Même si un petit peu plus d'HK, quoi. Non, je déconne. Non, franchement, c'est un excellent film. Ouais, je plus sois. As-tu une recommandation à nous faire aujourd'hui? Shit, j'ai pas réfléchi à ça. Moi non plus. Ça fait que 60 épisodes qu'on le fait, mais... Ouais, c'est ça, c'est comme les résumés, tu vois, on est censé être au courant de ce qu'on a à faire. Qu'est-ce que je fais comme jeu vidéo en ce moment? Street Fighter 6, j'en ai déjà parlé. Je crois, ouais, en plus. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Les Liens du Sang, j'en ai déjà parlé. Je suis en train de lire Vinland Saga, mais est-ce que ça va le recommander? Ça reste un banger, tout le monde le sait. Non, bah en vrai, j'en ai pas. J'en ai pas vraiment. Tu vois, un truc que t'écoutes en ce moment Un truc que j'écoute en ce moment? Non, je suis en train de me refaire des classiques du rap français. Je suis en train de réécouter du Arsenic, en train de réécouter du IAM. Ah, si, j'ai une chanson. Vas-y. Ouais, non, bah tu vois, c'est bien, ça va aller avec ce que j'ai dit dans l'épisode précédent sur mon coup de gueule sur les trous de balle. Marque déposée. J'ai réécouté la chanson La fin de leur monde de IAM. Ouais. Sortie en 2007. Donc à l'époque, j'avais déjà écouté, ça m'a mis une claque, c'est-à-dire 10 minutes de son, 5 minutes Shuriken, 5 minutes Akhenaton. 0 refrain. Juste du texte. Avec un beat qui tourne pareil pendant 10 minutes. Et bah, en le réécoutant en 2025, et c'est là que tu te rends compte que bah, le monde n'a pas changé. Ouais. Ouais. Ça m'étonne pas trop, mais... Bah, moi non plus. C'est pour dire que bah, déjà en 2007, ils ont écrit une chanson qui représente bien notre monde au niveau de la guerre, de la politique, de la vie en cité, de pas mal de choses. Ouais. Et quand tu l'écoutes en 2020, tu te dis, bah c'est toujours la même chose en fait. Qu'est-ce qui a changé dans notre monde de merde? Bah rien. Donc ma recommandation c'est ça. Allez écouter La fin de leur monde de IAM et vous allez vous faire votre avis et peut-être que vous allez aussi rattacher un sentiment comme le mien et de dire que bah, finalement notre monde de merde bah, il a pas bougé. Ouais. C'est une recommandation pessimiste. Mais après c'est du bon son donc... Ouais, c'est du bon son. De toute façon ça s'écoute toujours aussi bien. Et puis, moi je suis désolé hein, quand Shuriken commence à rapper, bah, j'étais obligé d'écouter jusqu'au bout. Ah ouais, mais ça dure 10 minutes, c'est pas grave. À toi. Bah moi je vais remettre un peu d'optimisme dans tout ça. Moi je vais recommander 2 livres jeunesse de Baptiste Beaulieu. J'avais déjà recommandé un roman qui était pour adultes, là c'est vraiment des livres pour enfants. Et c'est Les gens sont beaux et On a 2 yeux pour voir. Donc c'est 2 livres qui sont dédiés au fait de voir la vie et voir les autres différemment et de comprendre ce que sont les gens. Donc par exemple, Les gens sont beaux, c'est ça, c'est de montrer que toutes les personnes ont une histoire, des cicatrices, des choses particulières qui marquent leur corps. Et en comprenant leur histoire, on comprend pourquoi leurs corps sont comme ça. Et tout. Donc c'est un peu une fable à l'acceptation de tout le monde et éviter les préjugés, des choses comme ça. Donc c'est très bien illustré. Les 2 sont illustrés par Ki Leng. C'est super beau, moi j'aime beaucoup les dessins. Et voilà, donc c'est 2 belles histoires. Et On a 2 yeux pour voir, c'est un peu l'idée des enfants qui vont voir le monde différemment. Et donc en fait, il y a la métaphore, dans chaque œil, il y a une étoile et une lune, je crois. Il y a un œil positif, un œil négatif. Donc on va soit voir le monde et les autres de manière positive ou au contraire d'une manière négative. Et quand on grandit, et ben en fait on va perdre ces choses-là, dans la lune et l'étoile, et on va revoir le monde sans équilibre comme ça, quoi. Et voilà, donc il y a un peu le passage à l'âge adulte, perdre l'innocence de l'enfance, et puis de comprendre aussi, en fonction de
ce que tu perçois, Mhm. ce que tu mets comme point de vue, et ben tu vas comprendre des situations différemment, tu vas vivre des choses différemment, des choses comme ça. Donc c'est très court, c'est on va dire pour des 7 ans, 7-8 ans, parce qu'il y a quand même pas mal de textes, donc c'est plus pour, pas pour les tout petits. Mais c'est des super histoires et ça amène aussi les enfants à se questionner et à voir les choses différemment, quoi. Très bien. Voilà. Je crois que c'est le moment de savoir ce qu'on va regarder la semaine prochaine. Allez, c'est parti. On est parti. 3, 2, 1. La saveur des ramen. Ah bah alors là, on change complètement de genre. Ouais, On est sur une tranche de vie. j'en sais rien, Bah oui, si, c'est ça. C'est je pense. tranche de vie japonaise. Donc on n'est pas du tout sur de l'action bourrant et dark. Je pense que ça va être un peu plus posé. contemplatif. Rappelle-toi les délices de Tokyo. Ouais, c'est vrai. Hein Mm. C'est pareil, hein, la saveur des ramen, délices de Tokyo. Ouais, ça peut. Délices de Tokyo, je me suis dit, oh, allez, un petit truc chill avec des... comment ça s'appelle les gâteaux... Les Anoki, non. Ah, farci à pâte Ouais, d'haricots ouais. rouges. Les dorayaki. Ouais. Et ouais, moi j'aime bien voir un film avec des dorayaki, tout ça. Mais quand t'arrives à la deuxième partie, là, hein, Ouais. c'était pas chill, hein. Non. Pas très chill, voilà. Donc moi, je vois T'as les yeux saveur qui des suent, quoi. ramen, je me méfie. Bah écoute, on Parce que verra. même si j'aime les ramen, hein, je suis pas trop la ramener. Pourquoi je ris à ça? Parce que c'est trop bien. Je sais pas. À vous. vas-y, Non, t'as c'est kiffé. non pour parler encore. Je sais même pas qui c'est qui l'a fait. Moi non plus, j'ai plus en tête du tout. Mais Je vais aller checker juste après. Et si Mm. c'est la même réalisatrice, je m'attends. au on va pire. voir les yeux qui suent. Je m'attends au pire. Mais en tout cas, moi, c'est bon s'ils font la cuisine dans le film. Ouais, c'est mais bien. ça va être... Ouais, Mm. ouais écoute, moi, voir des ramen à l'écran, Si je peux essayer de choper des tips pour faire les ramen. c'est bon. carrément. Je pense qu'on devrait même se faire livrer des ramen pendant le film. Ah, écoute, pourquoi pas. Je pose ça là. Bon, allez, sur ce, faites-vous un bon bol de ramen et on se retrouve la semaine prochaine. Yes. À bientôt. Ciao. Bye tout le monde. 記不記得你將證件與機票連着一份渴望放入這背囊，紮根也好，旅居也好，也許你還未知道答案。為了找人生不同形狀，未知的放手去擁抱一趟，換個比回憶廣闊的時光，乘着涼風的幻想，離別的故事散落途上，凝望那天高地廣，沿路寫下我。長夜裏看找什麼，才值得你為曙光，為明日向